Et puis je me souviens, moi j'étais dans une chambre un peu miteuse à Hong Kong. Lui, il était en Belgique et il m'a dit que là, il était prêt à faire le grand saut et qu'il prenait une pause carrière. Je lui ai dit, alors on vend la maison parce que pour moi, c'était une évidence que si on partait, on quittait tout, quoi. J'ai parfois un peu un côté excessif, donc c'est souvent tout ou rien. Voilà, j'avais l'impression que c'était une autre étape de ma vie, une page qui se tournait. Bonjour, c'est NB. Tu es sur Storylifique. Ta mission ce jour, te faire du bien, tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Tous les 15 jours, retrouve des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur storylifique.com. C'est déjà la saison 3 de Storylifique et pour la démarrer, ce jour, j'ai le grand plaisir de te faire découvrir ou redécouvrir autrement Pascal Sury, que certains connaissent déjà avec la série Un monde positif de la RTBF. Pascal avait tout revendu et tout quitté pour aller parcourir le monde seul, puis avec Jonathan Bradfer pendant 1 an, au cours duquel ils ont tourné dans 20 pays. Groenland, Norvège, Islande, Russie, Papouasie, Australie, Tasmanie, Hawaï, île de Pâques, Pérou, Colombie, Namibie, Éthiopie, Bhoutan, Tibet, Bangladesh, Oman et j'en passe. Elle a ramené de superbes images puisqu'elle est photographe. Et tu connais le drill, je mets tous les liens pour te permettre d'aller voir tout ça en photo et en vidéo de tes propres yeux dans les notes de l'épisode. À la fin de l'interview, Pascal m'a montré ses clichés préférés sur les murs de son appartement. Un chouette moment. En plus, c'est quand même la première fois que j'ai une invitée qui a écouté tous mes podcasts avant une interview. C'était trop génial. Alors cet épisode de Pascal Sury est dédicacé à Pascal Sury. Elle l'a bien mérité. À la sortie de cet entretien, Pascal est évidemment déjà repartie. Elle se promène parmi les pingouins au moment de la sortie de cet épisode. Donc ses réseaux sociaux sont particulièrement à suivre pour le moment si vous souhaitez des images toutes fraîches venues de l'Antarctique. Psst, si tu t'es déjà demandé comment on fait pour devenir guide polaire, reste bien jusqu'à la fin, on en parle avec Pascal. Bonjour Pascal Sury. Bonjour Anne B. On va commencer par parler un peu de ton parcours. Tu es donc photographe. On te connaît surtout en Belgique parce que tu as travaillé avec Jonathan Bradfer sur Un monde positif. Donc on t'a vu un peu partout dans le monde. Vous avez fait combien de pays d'ailleurs ? Je me souviens plus. Trop Trop en 1 an. On était un peu frénétique. Donc voilà, faudra qu'on refasse le calcul derrière. Mais donc toi, tu es photographe et reporter et tu aimes te dire photographe du vivant. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Donc tu préfères, t'aimes pas trop les paysages minéraux ou pour toi justement tout est vivant, il y a de la vie partout Ah non, et c'est non, vraiment pour moi, ça dont tu veux être témoin ? Oui, pour moi, tout est vivant, autant les êtres humains que la faune, la flore. On est connectés, en fait, on est tous connectés les uns avec les autres. Cette période de Covid nous l'a bien montré, justement. Et comme le disait si bien Pierre Rabhi, qui nous a quittés il y a pas très longtemps, il faut considérer le vivant comme des êtres et non comme des choses. Et le vivant montre aussi la fragilité, la préciosité de la planète. C'est ça, en fait, aussi que je veux montrer. Oui, tu parlais d'émerveillement. La notion d'émerveillement, pour moi, est essentielle dans mon travail, de montrer la beauté. Comme le disait bien Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. Voilà, c'est tous des propos qui alimentent aussi mon travail, en fait. Je trouve qu'on est bombardé d'images négatives. Je trouve qu'on met pas toujours assez en évidence ce qui va bien, de montrer les choses belles. Et voilà, l'être humain a besoin aussi de se nourrir de positif, pas rien que par les aliments, mais aussi par les images, par les choses qui l'entourent. La nature, pour moi, est essentielle aussi dans mon travail. Pendant le tour du monde, justement, on a rencontré énormément de personnes, en fait, qui vivent avec la nature. Et je trouve que nous, on a vraiment perdu cette connexion avec la nature. Et ça nous renvoie chaque fois à nous-mêmes, en se disant que nous, on a un peu créé des sociétés de béton. Et eux, ils vivent vraiment en harmonie avec la nature. Et ça c'est un des grands enseignements de ma vie de voyage, c'est cette connexion avec la nature. Et c'est ce qui me manque aussi quand je suis en Belgique. Ta définition du voyage pour toi, le vrai voyage pour toi, c'est quoi ? Ma définition du voyage, quand je suis en voyage, je me sens beaucoup plus vivante, en fait, c'est marrant.
Je suis aussi quelqu'un, j'ai besoin d'une vie audacieuse, j'ai besoin d'une vie d'aventure, j'ai besoin d'une vie d'exploration, le quotidien me mine. Et puis la notion de voyage, pour moi, c'est vraiment revenir à l'essentiel. Ce terme de minimalisme, d'être juste avec mon sac à dos, d'avoir juste ce dont j'ai besoin. C'est vraiment ça, être juste, entre guillemets, moi, avec l'environnement, avec la rencontre aussi qui est très importante, avec cette notion de grands espaces. Oui, et une notion essentielle aussi pour moi dans le voyage, c'est la liberté. Je me sens libre. Tu as travaillé dans des ONG, puis c'est ta santé qui t'oblige à changer un peu ta manière de travailler. Et c'est à cette époque que tu renoues avec la photo que tu avais un peu mise de côté. Tu as donc changé pour faire de ta passion un métier. Alors ça se passe comment, dis-moi? Vivre de la photo, c'est compliqué. On va pas se le cacher. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je me suis reconvertie il y a peu aussi pour être guide polaire. Oui, ça on va en parler évidemment. Mais vivre de la photo en tant que telle, mis à part avoir parfois des contrats un peu plus en termes de marketing ou des choses comme ça c'est un peu plus faisable. Mais sinon, un photographe c'est un peu un artiste et donc vivre de sa passion dans un monde d'artiste c'est pas nécessairement évident tous les jours. Mais est-ce que tu pourrais faire autrement? Est-ce que tu pourrais... Non, je ne pourrais plus me remettre dans, entre guillemets, le système, parce que après avoir voyagé autant d'années et avoir un peu décroché de ce système-là, c'est difficile après de se remettre dans les rails. Donc non, moi j'ai juste besoin de me nourrir et de me loger, mais j'ai pas des grands besoins. Pour moi, c'est plus... Être plutôt qu'avoir. Être plutôt qu'avoir, tout à fait. Ouais. Être plutôt que faire aussi. Mais donc vivre de la photo, ça a été une magnifique aventure. Là où j'ai vraiment vécu de la photo et de la vidéo, c'était mon aventure avec Jonathan, un monde positif, hors des sentiers battus. Ça a duré, c'est une belle aventure. On a voyagé pendant 1 an et puis on a fait 4 mois de conférences. Mais donc là, pendant cette année, on a vraiment vécu parce que la RTBF s'était engagée à diffuser 8 documentaires. Donc on avait vraiment une boîte de production, etc. Mais donc la photo était, entre guillemets, faisait partie du projet. Là, en termes, j'étais plus dans le sens reporter plus qu'artiste à ce moment-là. Mais vivre de la photo vraiment comme artiste, c'est compliqué. Oui, comme c'est un batteur professionnel qui m'en parlait oui, aussi là. J'ai c'était écouté, beau, il disait être beau. soi, c'est être courageux et faut pas se mentir, il y a des moments difficiles, mais tout à fait. Mais les moments forts, qu'est-ce qu'ils sont forts? Oui. Donc toi, tu étais partie seule en fait, tu avais laissé ton compagnon Jonathan Bras de Fer derrière toi, c'est toi qui avais un peu initié tout ce projet? Tu étais partie voyager, donc depuis mes photographier 18 ans, je voyage en fait, et je voyage plutôt seule. À partir du moment où j'ai rencontré Jonathan, là on faisait un grand voyage par an, mais oui, c'était un peu moi la locomotive. La locomotive, oui. J'ai ce côté un peu femme seule, aventurière, qui n'a peur de rien, malgré malgré mes forces et mes faiblesses, mais si, il y a des peurs. Mais je pense que mon besoin d'aventure, mon besoin de liberté, mon besoin d'émerveillement, de beauté, prend le pas au-dessus de ça, et donc je pense qu'en fait, c'est plus fort que moi, et donc oui, je prends la route en fait. Moi, j'avais vu votre TEDx de l'université de Namur, avec Jonathan. Ça se voit tellement que tu es dans un poisson dans l'eau quand tu parles de tout ça, qu'effectivement... Je renais, en fait. Je sais pas expliquer. C'est quelque chose que j'ai dans mon ADN. Ah oui, d'ailleurs, dès que c'est possible, là, maintenant, je me réenvole, quoi. Là, on m'a un peu coupé les ailes avec cette crise Covid. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Donc toi, tu étais déjà en Asie quand tu as eu un coup de fil où il t'a dit qu'il venait te rejoindre. Oui, j'étais à Hong Kong. J'étais à Hong Kong et voilà, il me voyait quand même, ça faisait quelques années qu'il me voyait partir, revenir. Et puis il m'a dit, on avait quand même fait 4 mois en 2014, mais là on n'avait aucun objectif professionnel. Oui. Et là, il avait vraiment ressenti cette notion de liberté. Surtout, le retour avait été très difficile parce que les retours sont toujours assez difficiles. Le contraste. Et là, il m'a dit, ça faisait quelques années, voilà, lui était journaliste, moi j'étais reporter photographe, donc on avait quand même des métiers assez complémentaires. Et puis je me souviens, moi j'étais dans une chambre un peu miteuse à Hong Kong. Et lui, il était en Belgique et il m'a dit que là, il était prêt à faire le grand saut et qu'il était prêt à voyager 1 an. À ce moment-là, c'est ce qu'on dit dans le TEDx, justement. Je lui ai dit, alors, on vend la maison, parce que pour moi, c'était une évidence que si on partait, pour moi, c'était, on quittait tout, quoi. Parce que j'ai parfois un peu un côté excessif, donc c'est souvent tout ou rien. Ça a fait son chemin et il a finalement décidé d'accepter parce qu'on aurait pu louer cette maison, mais moi j'avais juste besoin j'avais l'impression que c'était une autre étape de ma vie, une page qui se tournait.
Et je pense qu'il a été content finalement de cette décision aussi, parce que c'est genre incroyable d'être dans une maison pendant 11 ans, d'avoir une voiture, d'avoir un vélo, d'avoir une mobilette, d'avoir tout, et en fait de se séparer entre guillemets de tout du jour au lendemain. Donc comme on le dit, il nous restait 20 caisses, et voilà, aujourd'hui je vis dans l'appartement avec ce qui nous reste, parce que j'ai pas racheté grand chose. Mais en fait, ça me suffit, en fait, c'est assez. Moins j'ai et mieux je me sens. Comme on dit, less is more. J'aime beaucoup la notion de dépouillement, en fait. Autant revenir à l'essentiel comme dans le voyage, je sais pas, c'est des concepts en tout cas qui me parlent, qui résonnent en moi. Ça fait peur, hein, ça joue avec nos besoins de sécurité. Oui. Et pourtant... Et pourtant on manque de rien, et pourtant on est vernis, et pourtant... Oui, et cette notion de voyage, tu me demandais... En fait, quand je rentre en Belgique, à chaque fois que je rentre, je remarque que j'ai l'électricité, j'ai le chauffage, j'ai l'eau chaude. Et ça me remet en fait vraiment les idées en place et de me dire qu'est-ce que je suis vernie de vivre dans cette société, dans ce monde-là. Et cette notion de voyage me rappelle chaque fois ça aussi. Ah voilà, j'ai retrouvé. Et tu aurais fait plus de 100 pays sur 6 continents ? Oui, j'ai beaucoup voyagé. Et alors du coup, c'est vrai que voyage, maintenant on commence à avoir le réflexe de penser oui, mais avion, quid ? Oui. Et donc toi, de ce côté-là, ça te travaille aussi, mais donc tu es ambassadrice de chez Green Tripper. Oui, je suis ambassadrice. En tout cas, ils nous avaient sponsorisé là pour l'année avec Jonathan. Oui, pour moi, voilà, c'est entre guillemets le réflexe des riches pour se déculpabiliser par rapport à l'empreinte carbone quand on prend l'avion. Bon, c'est déjà mieux que rien, mais c'est pas... Donc Green Tripper, on va expliquer ce que c'est. C'est vraiment compenser son empreinte carbone Mm-hmm. par rapport justement quand on prend les avions pour compenser. Bon, maintenant, personne n'est parfait. Moi, j'aimerais vraiment bien qu'au niveau technologique, on trouve une nouvelle manière et moins polluante de se déplacer. Ça, ce serait le pied, mais... Mais du coup, c'est super d'avoir ces choses comme Green Tripper, ou moi, je suis avec Graines de Vie, là. Il y a Graines de Vie, il y a Good Planet. Donc, ça vaut la peine, quoi. Oui, ça vaut prendre moins l'avion quand il y a moyen d'éviter, si on se dit, allez, c'est pas dire plus du tout, mais au moins moins, c'est déjà énorme. Et plus conscient quand on le prend, en fait, parce que justement, quand je te disais qu'on avait fait trop de pays, qu'on avait trop voyagé pendant cette année, je pense qu'on n'était pas encore autant sensibilisé à cet aspect-là. Mais on est de plus en plus conscient, et maintenant il y a vraiment des mouvements anti-avion. Voilà, moi, il faut que je continue à faire mon métier, donc je vais continuer à prendre l'avion, mais de manière beaucoup moins frénétique. Si je peux passer des frontières terrestres, je passe des frontières terrestres. Je veux dire, je suis beaucoup plus consciente, en tout cas, de mes déplacements. C'est déjà énorme. Bon, à moins de venir de la planète Mars, je crois que ça devient franchement compliqué d'ignorer que prendre l'avion, c'est peut-être pas une super bonne idée. Mais si tu es amené à devoir le prendre malgré tout, eh bien pense au moins à ta compensation carbone. Voilà un super réflexe. Et donc, je te donne les adresses que moi je connais, je les connais pas toutes. Il y a donc Green Tripper qui fait donc le calcul de ce que coûte en carbone ton trajet avion et propose des compensations. Il y a également l'association de Yann Arthus Bertrand, que j'aurai le grand plaisir d'interviewer bientôt, Good Planet, qui fait ça également, et il y a Graines de Vie que je connais. Voilà, je te laisse faire des recherches. En attendant, je te mets déjà les liens vers celle-ci dans la page de l'épisode. Voyager en mode slow, c'est important pour toi. Tu peux dire ce que c'est, le slow travel ? Oui, le slow, la douceur, la bienveillance, ça fait partie... en l'occurrence, avec Jonathan, on n'a pas voyagé trop en mode slow parce qu'on a fait, comme je te disais, on a été beaucoup plus trop frénétique. Mais en tout cas, de prendre le temps. Qu'est-ce que ça apporte de prendre le temps quand on voyage ? Comme photographe, prendre le temps, c'est repérer les choses, c'est laisser envahir, immerger, plonger, c'est sentir les atmosphères, les ambiances, apprivoiser aussi les rencontres, parce que c'est pas en faisant les choses vite qu'on aura du travail de qualité ou une belle image. Mais c'est pas facile dans notre société de prendre le temps, parce qu'on est dans une société où tout va tellement vite. Et je trouve qu'avec les réseaux sociaux, tout s'accélère, en fait. Ouais. Et c'est pas facile, et je me sens parfois en décalage, en fait, par rapport à la société, par rapport à ça aussi. Et en fait, je prends de plus en plus le temps, et j'ai envie de prendre de plus en plus le temps. Oui, du coup, on est à la course à la quantité et plus à la qualité, et j'ai envie de revenir à la qualité plutôt qu'à la quantité, en fait. Ouais, tout à fait. C'est ça que je préfère, faire un long podcast tous les 15 jours que vite rencontrer les gens, leur brosser le portrait en une demi-heure et repartir vers le prochain. Je pense que c'est important, en fait, et qu'on a un peu perdu ça aussi. Tiendrait qu'à moi, je crois que je ferai un épisode de au moins 2 heures et une fois par mois seulement, tu vois, parce que pour pouvoir vraiment creuser, quoi. Moi, c'est plus mon style aussi, ouais.
Tu découvres pas de l'or en surface, je trouve. Oui, on est dans une société de la rentabilité, de l'hyperconsumérisme. Maintenant, on veut aller dans l'espace. Où est-ce que ça va s'arrêter? C'est ça, en fait, ça me fait peur. Alors, les anecdotes de voyage. Donc, vous êtes allé à la rencontre de personnes qui montrent que tout est possible quand on y croit. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme expérience ou des rencontres dans ce genre-là qui t'ont touché, qui t'ont changé en voyage? On les avait appelés les acteurs de changement positif parce que, à leur manière, c'est des personnes résilientes. À leur manière, ils changent le monde en fait par leurs petites actions, leurs grandes actions. Comme femme, aussi c'est parce que c'est une femme et on en a peut-être beaucoup parlé et voilà, c'est Runa Khan. Qui est au Bangladesh, qui est dans un pays particulièrement touché par la pauvreté et la famine et qui est aussi touché par les inondations. C'est un pays où il y a énormément de réfugiés climatiques aussi. Mais c'est une femme vraiment qui évolue dans un monde d'hommes, qui est à la tête d'une grosse ONG qui s'appelle Friendship au Bangladesh. Et en fait, elle m'a impressionnée par son courage, sa force, sa détermination pour vraiment aider ces populations. Elle organise plein de choses. Hein. Il travaillait dans les camps Rohingyas qu'on a été visiter. Donc c'est justement ces réfugiés birmans qui sont au Bangladesh. C'est une minorité musulmane qui vivent dans des conditions des vrais camps de réfugiés. Donc là, il y avait tout le volet médical organisé par Friendship, mais sinon on avait focalisé notre reportage sur les tchars. Les tchars, c'est en fait des îles éphémères qui apparaissent et disparaissent au gré des inondations. Et qui pourtant sont habitées. Et qui sont habitées. Et donc elle organise autant des ateliers pour femmes, donc vraiment que les femmes soient vraiment actrices de leur changement, vraiment et leur autonomie. Elle organisait des ateliers de tissage. Elle a une grosse équipe autour d'elle, hein, mais elle porte tout ça. Je veux dire, elle m'a bluffée, et comme femme, elle m'a bluffée parce que elle est vraiment entourée d'une équipe d'hommes autour d'elle, parce que c'est un pays musulman, le Bangladesh, donc elle m'a impressionnée. Et puis voilà, je me souviendrai toujours d'un moment sur la plage. Elle m'a embrassé le front, donc je sais pas, elle m'a particulièrement touchée. C'est une sacrée belle rencontre dans ce tour du monde, en fait. Tu en as fait un très très beau portrait. Je veux dire, je la vois très bien parce que je me souviens de la photo que tu as faite d'elle où elle est particulièrement lumineuse. Enfin, tu mets bien en valeur sa personnalité. Ouais. C'est une femme lumineuse et voilà, comme elle dit, elle est issue d'un milieu assez aisé, d'une caste assez aisée. Donc elle avait les moyens, mais elle fait juste des choses magnifiques avec ses moyens. Ouais. Et comment ça se passe alors dans les tchars quand il y a des inondations? Ils vont où tous ces gens qui vivent dessus? C'est une bonne question. Je sais pas, en fait. Parce que je sais pas. On parle pas d'une dizaine de personnes, hein? Non, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, c'est une bonne question en fait. On n'a pas posé. Nous, on a pu aller sur ces tchars, donc c'était pas au moment de la crue. Ils doivent perdre à peu près tout à chaque fois. C'est impressionnant. Au Bhoutan, c'est si difficile d'y accéder, ça c'est mon rêve d'y aller un jour. Qu'est-ce que tu en as pensé du Bhoutan, donc qui est le pays du produit intérieur brut quand tu as calculé sur le bonheur, bonheur national brut. Oui. Au lieu du produit national brut, c'est le bonheur national brut. Oui, voilà, je cherchais la formulation, merci. Le Bhoutan, c'était de nouveau un peu mon impulsion. Ça faisait 2 années que je voulais aller parce que vraiment l'Himalaya, pour moi, c'est un peu ma deuxième maison. J'ai été beaucoup, et je me sens vraiment très, très bien. Mais c'est un pays qui limite le tourisme, qui protège et du coup qui impose une taxe de $250 par jour par personne. Et on a eu la chance, de par justement ces émissions télé, d'être invités par l'Office du tourisme du Bhoutan. Et on a été invités pendant 10 jours, donc c'était juste un cadeau magnifique. On avait un guide, on avait un chauffeur, parce que là tout est encadré, donc on ne peut pas voyager au Bhoutan comme on veut, entre guillemets, mais on avait un guide. On s'est super bien entendu avec le guide, super bien entendu avec le chauffeur, c'était vraiment des rigolos, donc on était vraiment une chouette équipe de 4. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé du Bhoutan ? Il mesure le bonheur, c'est un petit royaume qui est préservé, où la nature est juste
magnifique où ils protègent tout, mais il y a Oui, il aussi... y a un pourcentage obligatoire du territoire qui Oui, doit rester 70%, vert. Hein. je pense, Mhm. de forêt. Mais il y a des réfugiés népalais, il y a des revers aussi. Il y a une interdiction de fumer, il y a une interdiction d'alcool. Ils sont obligés de porter un costume traditionnel. Voilà, quand tu leur poses la question, ils disent qu'ils adorent ça, mais au final, est-ce qu'ils adorent ça vraiment? Je ne sais pas. En dessous, ils portent un jeans et un t-shirt. C'est un pays qui est aussi un petit peu ambigu en fait. Il y a beaucoup d'alcoolisme chez les jeunes aussi. Il y a Sabine Verest qui est une journaliste à la Libre, qui est une fanatique. Elle va rigoler elle va rigoler parce que je dis fanatique, mais c'est une amoureuse du Bhoutan. Et elle a fait pas mal d'articles justement sur l'alcoolisme et le chômage chez les jeunes, parce que voilà, c'est un pays aussi où il y a des revers, il y a une image très rose et dorée, mais voilà, il y a aussi des choses un peu plus difficiles de ce pays. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un bonheur de vivre, une joie de vivre. Ça, c'est vraiment... Et Tangible. Ouais. c'est ressenti vraiment dans l'ADN des gens, je vais dire. Et c'est vraiment un pays où je pourrais vivre. Je trouve que quand même, c'est un pays, quand on voit son voisin, l'Inde, qui est surpeuplé, là, c'était un pays difficile pour moi. Le Bhoutan, c'est un petit royaume préservé, quoi. Au Chili, vous avez rencontré quelqu'un qui dit une chose très belle, mais d'abord il faut camper le personnage. Diego est un libraire très particulier qui publie les auteurs du coin, oui, avec ses éditions del Desierto. Et tu expliqueras sans doute mieux que moi qui il est. Ah oui, Diego, on l'a rencontré au milieu du désert d'Atacama, donc vraiment au nord du Chili. Et c'était aussi une belle rencontre. Lui, en l'occurrence, je trouvais que c'était un vrai artiste aussi, dans le sens où sa petite librairie, là, au milieu du désert, c'est genre une petite roulotte, et il a sa propre maison d'édition. C'est juste un amoureux des livres, en fait. Et il a fait aussi de sa passion son métier, et il fait vraiment ça avec le cœur, et c'est juste magnifique à voir. Et il a quoi comme passage là-bas? Parce qu'il est vraiment installé dans un endroit... Oui, il y a la fameuse, c'est une ville un peu touristique quand même, San Pedro d'Atacama, c'est la ville touristique du désert d'Atacama, donc il a les touristes, mais effectivement, en hiver, je sais pas trop de quoi il vit en fait. À mon avis, il vit quand même de la publication de ses bouquins, mais c'est beau en fait. C'est beau. Et il publie des auteurs locaux, c'est ça, hein? Des auteurs locaux. Ouais, ça c'est un sacré vrai poète aussi pour moi. Ouais. Oui, déjà sa manière de vie est un poème, je trouve. Il y a d'autres rencontres qui t'ont vraiment marqué? Il y en a une qui m'a marqué aussi, c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais là c'est vraiment le bout du monde, sur une toute petite île qui s'appelle l'île de Yuo. Et c'est une famille qui vit là, là-bas ils vivent parents, enfants, grands-parents, ils vivent tous ensemble dans des petites cases, justement, ils vivent vraiment en connexion avec la mer. Et c'était Robert, lui il était beaucoup plus tracassé par le niveau des océans qui montait. Et lui en termes de réchauffement climatique, sa vie aussi dépendait quelque part comme un peu les Tchars au Bangladesh, parce que peut-être que dans quelques années, leur île elle va plus exister. Donc, et ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'il parlait aux poissons. Allez, hein. Donc voilà, il avait appris ça de son papa, donc il voulait transmettre ça à ses enfants. Donc c'était vraiment aussi de génération en génération pour pouvoir pêcher, il parle aux poissons. Je trouvais ça magique aussi. Ouais, c'est toutes des chouette. choses, en fait, nous, dans notre monde, c'est dingue, en fait. C'est ça que j'adore, en fait, dans le voyage, c'est la richesse des rencontres, la diversité, en fait. J'aime aussi la manière de confronter, la manière dont on vit ailleurs, où se comprend pour hallucinant. acquis, en fait, ne l'est pas du tout. Non. Et quand on croit que normal, chez nous, quand on croit que chez nous, ce sera positif, comme par exemple en Éthiopie, on veut apporter quelque chose, et en fait, les villageois disent non, nous on n'a pas besoin de ça parce que ça va pas forcément nous aider. Ouais. Mais on a plutôt besoin de ça. En fait, oui. Comme on disait, on a tout à apprendre des autres, quoi. Même si les messages parfois étaient un peu tristounets, je crois en la force de l'être humain, en la résilience de l'être humain. Je suis rentrée quand même de ce tour du monde positive. Oui. Et je pense que la crise qu'on vit actuellement, je suis sûre que c'est pour un mieux aussi. Donc
Oui, comme le disait Charles Darwin, c'est pas l'espèce la plus forte qui survit ni la plus intelligente, mais celle qui s'adapte le mieux au changement. Et je pense que c'est vraiment ça. En Papouasie, ça m'avait fait beaucoup rire aussi. J'avais vu votre reportage avec une discussion comme ça de famille, on va dire. Et il y avait cette femme qui se plaignait que bon, les hommes devraient arrêter de taper sur les femmes. Ah oui, quoi. on avait fait un Et reportage puis sur... un monsieur bon, on va essayer. C'est pas toujours possible, mais on va essayer. Elle dit, et pourquoi c'est pas toujours possible? Parce que c'est dans C'était- leur culture, en Oui, fait. hein. C'est vraiment Oui. dans leur culture. Et je pense qu'en fait, ils ne se rendent pas compte ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, en fait. Et donc, mais j'aimais bien sa manière quand même de questionner la tradition, parce quand l'homme disait, mais ce sera peut-être pas toujours possible de ne pas frapper sa femme, hein, et qu'elle remettait bien en question, en lui disant, mais et pourquoi avec ces mots ça c'est des beaux échanges Oui, quand parce même. que nous, comme occidentaux, on vient avec nos idées préconçues, nos stéréotypes, et Mm. eux, ils nous apportent des choses, en fait. Et je pense que mutuellement, on s'apporte des choses. Oui, la richesse c'est dans l'échange, effectivement. Exactement, dans les deux sens, en fait. Et je pense qu'il faut juste rester ouvert à la rencontre, ouvert à l'expérience, parce que tout est expérience. Et une fois qu'on est ouvert, en fait, les choses se mettent. Bon, parfois, il y a des mauvaises aventures, mais globalement, si on reste ouvert et à plein de choses, les choses se mettent. Tu as aussi rencontré quelqu'un qui est tout à fait ailleurs, qui vit le Ho'oponopono. Ah, Tu peux Hawaï, expliquer, oui. John, ah ouais, Oui. John, on a même été le revoir. Ouais, John, John, c'est un ancien SDF qui a complètement changé sa vie. Bon, maintenant après, il y en a qui vont me dire c'est un éliminé, c'est des raccourcis un peu faciles, mais il a vraiment, en tout cas, c'est ça qui l'a sauvé de son sans-abrisme. Je sais pas comment on dit, je crois que ça se dit. De la rue, ouais, qu'il De a la sorti rue. de la rue, oui. C'est vraiment sa spiritualité en fait qui l'a sauvé. Mhm. Et donc c'est je t'aime, pardonne-moi. Oh là là, je sais plus. Il m'avait donné c'est, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Donc Ouais. c'est vraiment la formule Ho'oponopono qui entre guillemets il se répète comme un mantra toute la journée pour quelque part se purifier. Et à qui est-ce qu'on demande pardon alors quand il dit je t'aime? À soi-même. Pardonne-moi. Ouais, À soi-même, hein, à soi-même. d'accord. Ouais, pour si on est trop dur avec soi, si Mhm. on a maltraité son corps, si Ouais, ouais, tout c'est, un concept. donc c'est je t'aime, c'est vraiment te dire à toi je t'aime autant à ton âme qu'à ton corps, qu'à ton esprit, je suppose. Donc c'est please forgive me, donc c'est pardonne-moi. I'm sorry, donc c'est je suis désolée. Thank you, c'est merci. Et donc voilà, c'est quelque part un message de bienveillance et de gratitude. Mais voilà, c'est vraiment pour lui, c'est sa philosophie de vie. C'est un artiste, il écrit des bouquins, il donne des conférences, il vit sur l'île d'Hawaï, Big Island. Tu le rencontres, c'est comique, hein, il est pieds nus, il est avec un t-shirt, avec un yogi qui est au pied d'un arbre qui a plein de racines, donc c'est un peu un hippie comme tu le vois comme ça, mais il a un cœur en or et puis voilà, l'île d'Hawaï pour moi c'est a une énergie particulière aussi, c'est une île volcanique, c'est un endroit où je pourrais vraiment vivre. Aussi, je crois qu'elle a besoin du monde entier, c'est clair. Quelle a été votre plus grosse galère pendant ce tour du monde? Je vais te décevoir, mais on n'a pas eu vraiment de grosses galères. Franchement, ce tour du monde a été juste une bénédiction, quoi. Mais en fait, tu vis tellement la joie et l'émerveillement à chaque minute que tu dois presque te donner une gifle pour te dire c'est juste en fait la vie que j'avais envie de mener et que j'ai menée, donc... Oui, il y a des pays où je me suis sentie en insécurité. Au Guatemala, je me suis sentie en insécurité fort à Guatemala City. Alors que j'avais eu un accident, je m'étais cassé 2 cervicales là juste avant de repartir, donc j'étais dans un état physique fragile. Mhm. À ce moment-là, c'est plus difficile à vivre parce que tu te sens toi-même déjà... Doublement fragile, du coup, Oui, ou à Bogota aussi, on te dit dans l'auberge, il faut que vous laissiez votre passeport parce que vous pouvez vous faire voler ou agresser n'importe quand. Donc forcément, là, c'est plus ma sécurité en tant que femme, alors qui est plus mise en jeu plutôt que... Si on nous avait confisqué le drone, voilà, c'est du matériel, mais si ça touche ta sécurité vraiment intime, là c'est plus compliqué à gérer en fait. J'ai noté Paraguay, Ayoreo. Oui. Vous avez entendu parler là-bas de déforestation, mais qu'est-ce que ça fait quand c'est plus des chiffres et des images au JT, mais qu'on est sur place? Ah oui, là c'est
En fait, là, on avait pris contact avec l'ONG Survival International qui travaille exclusivement avec les peuples autochtones, les peuples premiers. Et on passait par le Paraguay. Et donc, on a été faire un reportage chez les Ayoreos, là, qui vivent vraiment dans la forêt, mais qui sont menacés parce qu'il y a un gros groupe brésilien, en fait, qui rase les forêts, donc l'endroit vraiment où ils vivent, pour l'élevage, pour le bétail, pour la viande. Je suis une végane, je suis pas une végane excessive, mais voilà, quand on voit de ses propres yeux que vraiment des populations dépendent de ça, c'est comme la forêt amazonienne, hein. C'est la même chose au Brésil ou des choses comme ça. Oui, c'est révoltant en fait. Mais c'est marrant, ces gens. Il y a l'arrivée des technologies parce que ils sont sortis de la forêt, donc on était vraiment à la lisière. Ils avaient une petite antenne Wi-Fi où ils avaient tous leurs portables et c'est comme les moines au Népal ou au Bhoutan qui sont connectés, quoi. C'est marrant en fait. Tous ces gens qui vont vers la technologie, qui nous envient quelque part, et nous on n'a qu'une envie, c'est de retourner comme avant. Je les ai trouvés tristes en fait. Ils sont quelque part sortis de leur forêt parce qu'ils sont menacés et ils n'ont pas grand-chose à faire de leur journée en fait. Et donc ils jouent au foot, les femmes font le ménage, ils font des sacs, ils vivent de l'artisanat et des choses comme ça. Ils récoltent du miel, mais ils vivent quand même dans une grosse pauvreté, quoi. Ils ont un peu perdu leur raison de vivre, leur mode de vie, et ils sont un peu en errance. Oui, là. ils sont en errance, exactement. Et j'ai trouvé les aborigènes en Australie aussi fort en errance, en fait. Moi, ma première rencontre avec des aborigènes en Australie, c'était, je sais même plus quelle ville c'était, mais ça m'a frappé, c'était des SDF, en fait. Et ils étaient ivres. Hein. Oui, beaucoup d'ivresse, beaucoup de chômage, de la détresse, de la tristesse. C'est ça, je trouve que les peuples autochtones qu'on a rencontrés, je trouve que quelque part, on les déracine de leur lieu de vie et ils sont perdus, en fait. Sinon, vous avez quand même rencontré énormément de personnes, d'acteurs positifs. Comment est-ce que vous les aviez trouvés ? Par beaucoup de recherches sur le net, beaucoup de bouche à oreille, de contact en contact, beaucoup de gens qui suivaient notre aventure sur les réseaux sociaux, entre autres de Belges, et qui disaient « Oh, moi je connais un tel là ». Donc voilà, ça a été un mélange de plein de choses différentes, les heureux hasards de la vie. Est-ce que tu as été étonnée du nombre de personnes positives, de la quantité de personnes qu'on vous proposait pour faire un monde positif qu'est-ce que ça fait quand on commence à s'immerger dans la positivité ? Ça m'intéresse je dirais vraiment. Oui et non, dans le sens où une fois que on ouvre la porte du positivisme, on se rend compte qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc ça, c'est super positif. Mais non, parce que finalement, comme je te dis, je crois en la force et la résilience de l'être humain. Et donc, quelque part, je n'en doute pas, en fait, qu'on nous rabâche un peu les oreilles avec les infos négatives, mais qu'en fait, il y a plein de choses super positives qui se passent sur la planète. Et je pense qu'il faudrait, particulièrement en ce moment où je trouve on est trop découragés. Hein. Voilà, on a vraiment besoin de ça. C'est une atmosphère assez morose, surtout en Europe, je trouve. Ouais. Il y a souvent quand je rentre en Europe, j'ai l'impression qu'il y a un peu une chape de plomb comme ça sur l'Europe. Et donc voilà, oui et non, dans le sens où une fois qu'on ouvre la porte, c'est juste magique parce qu'il y en a de plus en plus et c'est comme un effet boomerang. Mais non, parce que je ne doute pas de la capacité de la régénération de l'être humain, en fait. Waouh. Est-ce qu'il y a d'autres citations qui t'inspirent ? Il y a Mark Twain aussi, bien sûr. À mon côté aventurier, ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça, c'est vraiment un de mes credos aussi. Ne pas se mettre de limites. Les peurs, c'est bien, mais pas quand elles sont paralysantes. Donc, j'essaye en tout cas de sentir ce qui est juste pour moi et de me dire est-ce que c'est ma peur qui parle ou est-ce que c'est vraiment ce que j'ai au fond de mes tripes. Donc, quand je te dis repartir, oui, j'ai des peurs, mais c'est au fond de mes tripes. Donc, je pense que ce sont mes peurs qui parlent et pas la petite voix de Pascal qui parle. C'est un beau lapsus, ça. Pascal qui part, parce que tu adores partir. C'est vrai, la peur, Pascal, elle est déjà partie, elle est déjà là-bas. Alors, elle est là-bas, c'est pas la peine. Pascal, de toute façon, même si elle est en Belgique, elle est de toute façon ailleurs. Oui, il y a Gandhi aussi, évidemment, soyez les changements que vous voulez voir dans le monde. Ça, c'est aussi pour moi une phrase essentielle parce que je ne fais pas aux autres. C'est la première page de mon site web. Oui, forcément. Il y a aussi Henri David Thoreau. À quoi bon avoir une maison s'il n'en a pas une planète acceptable où la mettre? Jane Goodall, pour moi aussi, est une femme. En plus, c'est une femme, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, de nouveau. Oui. Je trouve que Jane Goodall, c'est une femme aussi qui rayonne et qui est lumineuse, et j'adore son combat, en fait. Voilà, j'ai un petit côté féministe aussi. Je trouve qu'on est entouré d'hommes
dans ton métier. Oui, beaucoup d'hommes aventuriers, beaucoup d'hommes qui font ceci, qui font cela, mais en fait, il y a énormément de femmes aussi qui, à leur échelle, font bouger les choses. Sarah Marquis aussi, qui est une aventurière et qui a des super valeurs aussi. Voilà, c'est tout des gens à leur échelle. Bah, c'est des gens qui m'inspirent au quotidien. Et voilà, je pense que de toute façon, on est inspiré par des gens et on prend les petites choses qui nous font titiller et puis après, on fait à notre sauce. Les femmes inspirent. Bah, oui, j'ai lu un bouquin d'ailleurs. Les femmes sont aussi du voyage. Je ne me rappelle plus de l'autrice, mais j'ai lu un livre de cette femme et elle est aussi très très inspirante. Pourquoi est-ce que les femmes ne pourraient pas faire le tour du monde toutes seules? Effectivement, il y a des pays à éviter, mais en fait, je suis très sensible à l'injustice et ça, parfois, je me dis, oh là là, c'est dommage que je sois incarnée en femme parce que du coup, ça me met des limites quand même. Oui, ça reste. Faut pas le nier non plus. Ça reste un peu plus. Oui, une femme qui voyage seule. D'ailleurs, on m'a souvent dit, vous voyagez seule? Je dis, ben oui. Et les gens, ils sont toujours étonnés. Ton projet futur tout proche? J'en ai un qui est un peu plus concret pour le moment, c'est mon départ pour l'Antarctique. Oui, donc tu as une passion pour... Il y a une frileuse qui a une passion pour l'Antarctique et les montagnes. Voilà, il y a une frileuse qui n'aime pas trop le froid, mais qui adore les grands espaces, la force de la vacuité, l'immensité. Et tomber amoureuse d'un pingouin empereur, non? Enfin, d'un manchot empereur. Ah oui, là j'ai une connexion particulière avec un manchot empereur qui s'est approché de moi. Même si Raconte, c'était où? C'était quand? C'était comment? C'était en novembre 2019 en Antarctique. On a eu la chance d'être invités en Antarctique pendant 10 jours sur une expédition pour faire un reportage justement pour la RTBF. C'était un rêve de petite fille d'aller en Antarctique, même si je reste persuadée que c'est pas la place de l'homme l'Antarctique parce que c'est un territoire de paix et de science et qu'il y a de plus en plus de tourisme polaire. Donc là, j'ai aussi j'ai ma petite voix éthique et qui me dit qu'on n'a rien à faire là, mais je pense que avoir été là-bas, c'est revenir aussi ambassadeur de cette fragilité, de préciosité de la planète. Donc voilà, j'ai eu la chance d'y aller et d'aller voir une colonie, d'aller visiter une colonie de manchots empereurs. C'est juste magique. J'ai pleuré. Franchement, j'ai pleuré. J'ai pas honte de le dire. Je suis arrivée là, j'ai pleuré d'émotion. C'était juste magique. Et en fait, ces animaux, ils n'ont jamais été chassés. Donc en fait, ils s'approchent de l'homme. Même si les règles de IAIATO, c'est l'organisme qui régule un peu le tourisme en Antarctique. C'est maximum, on peut pas s'approcher au-delà de 5 mètres. Donc, mais c'est eux qui s'approchent à nous. Et quand eux s'approchent vers nous, on reste juste immobile, on s'assied et on profite du moment. Et ce moment, il est juste magique. Et ce moment, il sera unique dans ma vie parce que... Il s'approche à combien, ce manchot empereur? Entre toi et moi, là, je dirais... Ah oui, carrément, cette distance-là, donc je crois 50 cm. Tu pouvais le toucher, quoi. Si tu oui, ne l'as pas fait, bien non. sûr. Non, mais je veux dire, c'était à ce point. Oui, longueur je de bras. pense que si j'avais tendu mes mains, je pense qu'il aurait reniflé. Oui. Et c'est des moments uniques. C'est des moments uniques. Et je suis tombée amoureuse de l'Antarctique. Et je pense, de par les paysages, de par le fait aussi parce que j'adore les paysages, les grands espaces. J'aime bien, comme je te dis, la force de la vacuité aussi, les immensités. Les endroits isolés, les régions isolées. Donc voilà, ça a été un mix de tout ça. C'est clair que ces régions polaires, il y a une lumière exceptionnelle. La lumière est vraiment différente d'ici. La lumière est vraiment différente, je pense. Cet environnement glacial aussi fait qu'il y a une énergie particulière. En fait, c'est unique. J'ai du mal à mettre des mots dessus. C'est à vivre. C'est à vivre. Mais pas tout le monde en même temps. Oui, oui, c'est ça. C'est un peu ça. Que ce soit en Arctique ou en Antarctique. Hein. Oui, le fait d'être guide polaire, ça m'a donné une idée aussi pour quelque part vivre de ma passion. Et comment est-ce qu'on se prépare pour être guide polaire? Dis-moi, ça a été tout un parcours. On achète du matériel adéquat pour être bien équipé, parce que moi, je suis une grande frileuse. Oui, sinon j'ai dû passer beaucoup de certificats, passer mon permis de Zodiac. Donc, quel type de certificat il faut faire? Permis Zodiac déjà, pour conduire un Zodiac, c'est un bateau c'est petit canot, c'est ça. Pour l'Arctique, il faut avoir le permis pour pouvoir, au cas où un ours polaire nous charge, ça c'est en Arctique, hein, parce que on dit souvent les ours polaires c'est en Arctique, les manchots c'est en Antarctique. Il n'y a pas d'ours polaire en Antarctique. Donc au cas où un ours polaire nous charge
il faut pouvoir se défendre, donc tirer. Donc j'ai appris à manier les armes à feu, ce qui était pas ma tasse de thé non plus. Mais c'est chouette, c'est toutes des expériences qui fait que je me dépasse en fait, et juste le parcours en fait, même le parcours en tant que tel de tous ces certificats a juste été chouette quoi. Aussi le brevet de secourisme. En fait, c'était toutes des choses que je connaissais pas. L'usage d'un GPS, la navigation, la communication, l'usage d'une VHF, donc une Very High Frequency Radio, comme genre un talkie-walkie. Donc c'est plein de nouvelles cordes à mon arc, et ça c'est super intéressant. Et puis mon projet après, c'est reprendre la route du voyage. Et là j'ai un projet sur le climat, mais peut-être plus dans des régions justement isolées, et peut-être aller de nouveau à la rencontre de personnes justement qui portent des projets justement en faveur du climat. Je sais pas encore trop les tenants et les aboutissants, mais en tout cas j'ai envie de faire un livre, j'ai envie de faire un film. Donc voilà, j'ai envie d'être plus dans cette dimension artistique. Donc l'Antarctique, ça va être pendant combien de temps ici? 3 mois. 3 mois. Et je vais être, c'est marrant, je vais embarquer avec Mathieu Tordor. Oui, c'est là, on s'est rencontrés à sa conférence. Oui, je l'ai rencontré justement à Marseille lors d'une formation Zodiac, justement. Ah, d'accord, ouais. J'aime beaucoup, en fait, c'est parce que on vient tous de milieux totalement différents, d'âges complètement différents, de nationalités complètement différentes. On vient tous avec notre bagage, autant personnel que professionnel, et en fait, on est juste là pour partager. Et donc ça, je trouve ça très riche. Il y a beaucoup de scientifiques, donc il y a beaucoup de glaciologues, de géologues, de biologistes marins. Mais Mathieu, il a plus le côté aventurier. Moi, j'ai le côté peut-être un peu plus artistique, et puis mon bagage de reporter, voyageuse, photographe. On va embarquer à Ushuaia. Pour le moment, c'est l'été en Argentine, donc... C'est bien. Dans ton parcours pour apprendre à être guide en Antarctique, est-ce qu'il y a un truc qui t'a frappé, qui t'a marqué? Voilà, aujourd'hui j'ai 43 ans, et que en fait, je sais que je suis capable de tout, mais c'est plus personnellement, c'est plus sur moi-même. Oui. C'est que en fait, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Mm-hmm. Que là, je pensais quand même pas en me mettant dans cette direction, ou en prenant la voie d'avoir le désir d'être guide polaire, de devoir faire autant de certificats et de formations, et que finalement, en fait, je suis capable de tout. Et ça m'a donné confiance en moi, en fait. Donc ça m'a plus appris sur moi-même, je dirais. Après, je pense qu'on se forme toute sa vie, et je pense qu'on en apprend tous les jours. Et même en voyageant, j'apprends beaucoup plus, en fait. Encore plus. Et on apprend énormément sur soi-même, parce que parfois le voyage ça peut être égoïste aussi, c'est autant un voyage extérieur, et forcément c'est un voyage intérieur aussi, parce que on est seul avec soi-même au final. Le voyage c'est aussi une grande introspection. Et alors ton équipement pour partir là-bas? Mon équipement, le secret ce sont les couches. D'accord, faire l'oignon, voilà, exactement. Donc pas spécialement des grosses couches, mais donc genre un collant mérino, et puis un pantalon de montagne, et puis un pantalon waterproof pour la conduite de Zodiac. Donc là je dirais 3 couches, je pense, pour le bas, avec peut-être 2 ou 3 paires de chaussettes aussi. J'ai mis... Ah oui, on empile les chaussettes aussi. Ouais, empiler les chaussettes. Alors on prend une pointure ou 2 alors, en plus. Oui, ça j'ai même pas. J'ai acheté des semelles par contre. Oui, là tu vois, je suis végane par exemple, mais j'ai acheté des semelles en fourrure, tu vois. Dans ce cas-là, je suis pas extrémiste. Non. Et alors pareil, les couches aussi pour le dessus, oui, tout ce qui est mérino, et puis on empile les couches, donc 4 ou 5 couches. Et puis bonnet, là je pense que je vais mettre 1 ou 2 bonnets, et puis oui, le tout c'est du matériel de qualité. De nouveau, je te dirais la qualité plus que la quantité. Mais le secret, ce sont les couches. Le secret des couches. Le secret. Je retiens. La prochaine fois que je fais un tiramisu, je pense à toi en Antarctique. Le secret des couches. Ou une lasagne. Mais non, mais... Tiens, je me demande comment va Pascal. Ah ouais, c'est chouette. Et puis bouger aussi, on peut pas s'arrêter longtemps quand on est dehors là-bas. Hein, oui, voilà, mais bon, maintenant on a la chance d'être sur des... Bon, voilà, moi je me refuse d'être sur des gros bateaux. Ça, c'est la limite que Voilà, déjà j'ai des questions d'éthique par rapport à moi-même, et après, voilà, je veux pas être sur des énormes paquebots, parce que voilà. Donc c'est plus ou moins des bateaux de 100 personnes. Et de toute façon, en Antarctique, c'est maximum 100 personnes à terre à la fois.
Mhm. Donc voilà, on a quand même la chance d'être sur un bateau et d'être, oui, parfois maximum 3 heures dehors d'affilée, mais on peut se réchauffer après. C'est pas comme Mathieu, par Oui, qui exemple, a fait la qui a traversée, fait la là, ouais. traversée, qui a passé 51 jours, et une fois que tu as froid, après c'est très difficile de se réchauffer. Donc moi j'ai besoin de rencontres au-delà de juste l'aventure avec moi-même, en C'est ça fait. que j'allais dire. Genre, dans ton compte, il y a ce moment introspectif qui est Il y important, a le mais tu côté parles beaucoup des aventure, rencontres aussi, hein, donc voilà. il y a les deux. Donc je pense que j'ai besoin du côté aventure, mais j'ai besoin du côté humain, en fait, aussi. Alors, Amandine a une question, parce qu'elle a appris que tu aimais beaucoup les manchots empereurs. Est-ce que tu as déjà fait des câlins aux manchots empereurs? Voilà, et Valentine, elle, s'intéresse beaucoup aux moutons de Nouvelle-Zélande, parce qu'elle en a vu aussi. Est-ce que tu as déjà caressé beaucoup de moutons? Alors, elles avaient encore une question subsidiaire. Elles ont vu de très beaux temples dans un documentaire sur le Bhoutan et elles auraient voulu savoir si tu avais déjà pu entrer à l'intérieur. Alors Amandine, pour répondre à ta question, non, j'ai pas eu l'occasion de faire des câlins aux manchots empereurs parce qu'il y a des règles très strictes en Antarctique et on ne peut pas s'approcher à moins de 5 mètres d'un animal sauvage. Donc j'ai eu l'occasion d'observer les manchots empereurs, mais de loin. Et surtout, vu que ce sont des animaux qui n'ont jamais été chassés par l'homme, ils sont très curieux et donc ils s'approchent des humains. Donc ça, c'est magique. Mais je n'ai pas fait de câlin parce qu'on ne peut pas les toucher. Et Valentine, pour répondre à ta question, est-ce que j'ai caressé beaucoup de moutons en Nouvelle-Zélande? Ben non, pas beaucoup de moutons, parce qu'ils sont peureux. Quand on s'approche d'eux, contrairement aux manchots empereurs, quand on s'approche d'eux, ils s'enfouissent et puis voilà, j'ai pas envie de les déranger en fait. Donc je les regarde de loin aussi. Et pour répondre à votre question, les filles, au Bhoutan, oui, bien sûr que je suis allée dans un de ces jolis temples, parce qu'il y en a plein, ils sont magnifiques. Et ça fait partie vraiment du quotidien des bouddhistes bhoutanais. Ils tournent, ils font la kora, comme on dit. Ils tournent autour du temple dans le sens des aiguilles d'une montre avec leur chapelet tibétain. Et ils font ça pour prier. C'est leur manière à eux de prier. Alors toi, tu as on reste dans le blanc, on reste dans la neige, mais tu adores aussi la montagne. Ouais, j'adore la montagne. Ça, c'est mon côté justement aventurier. Mais oui, j'ai eu la chance de faire l'ascension du Mont Blanc. Mais en fait, c'est des expériences qui sont très difficiles pour moi en termes de physique. Mhm. Mais c'est difficile et du coup, ça m'a tellement marqué en fait. Donc il y a eu le Mont Blanc, il y a eu l'ascension du Kilimandjaro aussi. Oui, il y a eu la rivière gelée, là, le Tchadar, donc c'est aux Zanskar, c'est au Ladakh, donc c'est dans le nord de l'Inde. Donc Oui, ça c'est un très beau reportage que vous avez fait dans un village vraiment coupé du monde. Oui, en fait c'est des gens, le Zanskar c'est vraiment une région coupée du monde. Et en hiver, en fait, ils ont que ce fleuve pour rejoindre leur village. Mais de nouveau, leur mode de vie est menacé par le réchauffement climatique parce que du coup la neige fond. Sinon, ils tirent leur traîneau, ils tirent leur poulka sur le fleuve gelé. Qui leur permet de rejoindre la première ville où ils peuvent se réachalander. Ville. Enfin, un endroit où ils peuvent avoir tout à fait. Quelques pour avoir denrées, l'école, pour avoir l'hôpital, pour avoir... Donc de nouveau, le réchauffement climatique menace directement leur mode de vie. Mais là, je vais mettre le lien vers ce reportage-là sur la page d'épisode. Mais j'en ai bavé, parce que là, quand je te disais justement qu'il faut pas se refroidir, en l'occurrence là c'est 12 jours, c'est moins 35 degrés, on dort en tente. Là en l'occurrence, on n'est pas sur un bateau et on peut pas se réchauffer quoi. Donc là ça a été difficile, mais ça a juste été un moment pour moi quoi. C'est une expérience inoubliable. C'est formidable, ces gens ont l'air de vivre dans un passé, mais c'est magique. Enviable, oui, on va dire. Oui. C'est magique, et d'ailleurs je le referai. J'ai fait l'Everest Base Camp aussi, et c'est magique aussi, c'est 12 jours de marche où tu traverses des petits villages. C'était il y a longtemps, donc c'était pas l'époque où c'était une autoroute, quoi. J'ai fait l'Annapurna Base Camp aussi, parce que j'ai été beaucoup au Népal. Donc oui, la montagne, j'adore. L'Himalaya, je te dis, j'adore. Donc je suis, que ce soit le Tchadar, que ce soit l'Everest Base Camp, l'Annapurna Base Camp. Le Mont Blanc, c'était vraiment purement exploit, entre guillemets. Et Kilimandjaro, c'est parce que c'était une année où on avait fait un voyage de un mois en Tanzanie, et donc on s'est dit on va faire le Kilimandjaro parce que c'est des petits défis qu'on se lance en fait. Et alors c'est comment le Kilimandjaro, l'ascension du Kilimandjaro?
Ça a encore été, en fait. Ça a été plus facile pour moi le Kilimandjaro que le Mont Blanc, parce qu'on te dit aussi que c'est plus facile de gravir une montagne quand t'es proche de l'équateur que quand t'es loin de l'équateur. Et donc le Mont Blanc, pour moi, était beaucoup plus difficile, même si le Mont Blanc est moins haut en termes d'altitude. Kilimandjaro, je crois que c'est 5009, quelque chose comme ça. Je crois que j'ai perdu connaissance une fois, une fraction de seconde, mais voilà, on démarre à minuit et on arrive à 6h du matin au moment du lever du soleil. Malheureusement, quand on arrive en haut, il y a plein de glaciers et les 3/4 ont fondu, quoi. Donc de nouveau, on se reprend de plein fouet, ouais. De plein fouet le changement climatique. Pas moyen de l'ignorer où qu'on aille. Hein. C'est ça, il faut pas aller au pôle pour voir le changement climatique. Non. Mais voilà, je veux rester sur une note positive. Je veux croire en la régénération de l'être humain et le reportage que j'ai, l'objectif climat, là, mon projet que j'ai envie de faire sur le climat, j'ai envie de justement axer sur cette régénération. On n'est plus seulement dans la résilience ou à la reconnexion, mais à la régénération, c'est-à-dire essayer de trouver d'autres... de refaire une connexion homme-nature, de refaire une connexion cerveau gauche, cerveau droit, de refaire une connexion in et out, de refaire une connexion justement humain et le vivant, quoi. Et c'est pour ça que living photographer, donc le photographe du vivant, comme je me dis, ça a tout son sens pour moi aussi, quoi. C'est vraiment régénérer l'homme avec le vivant. Et je pense que cette crise du Covid, justement, nous force à peut-être se reposer les bonnes questions. Mm-hmm. Dans toutes les photos que tu as faites, quelles sont celles que tu préfères? Si tu en as une ou deux qui ressortent du lot. Il y a un arc-en-ciel en Norvège. Il y a la rivière gelée. Il y avait justement au Tchadar, il y avait une partie qui était dégelée justement à cause du réchauffement climatique. On a dû escalader une montagne et du coup, j'ai pris une photo une vue aérienne. On croit que c'est un drone, mais c'est pas un drone. Donc je vois c'est laquelle en fait cette photo. Ouais. Donc voilà, mais c'est pas du tout un drone. Je me dis tiens, voilà une photo drone. Non, d'accord. Donc voilà, il y a cette photo-là et puis il y a une photo aussi du soleil qui transperce un feuillage au Costa Rica dans une forêt primaire. Et là, je me suis sentie, c'était à Monteverde, je me souviens, ça s'appelle la forêt de nuages. Et c'est la première fois de ma vie où j'étais dans une forêt primaire. Là, j'ai ressenti quelque chose aussi, tu te dis, c'est magique, quoi. Il y a encore très peu d'endroits sur Terre où il y a des forêts primaires. Donc c'est plus des moments, au moment où j'ai pris des photos, ou bien des sourires. Par exemple, j'ai eu l'occasion de faire un reportage. Là, j'étais seule au Japon sur l'île d'Okinawa. C'est une île qui est connue pour les centenaires. C'est une des 5 zones bleues. C'est là où il y a des centenaires parce que leur mode de vie, leur manière d'être en lien social, de bouger, de se nourrir, leur spiritualité, etc. fait que ils ont un climat tropical, ils ont plus ou moins 20 degrés toute l'année, donc il n'y a pas des gros chocs thermiques. Du coup, il y a une zone bleue aussi en Grèce, en Sardaigne, il y a au Costa Rica aussi. Et il y a une dame que j'ai photographiée et qui a juste un rire et un sourire exceptionnel. Ah, et ça, ces photos, on peut les voir sur ton site web. Sur mon site web, oui, pascalsuri.com, c'est facile. Et vraiment, j'invite à aller voir toutes ces belles photos. Si tu m'en prêtes une ou l'autre, que je peux mettre sur mon site web. J'en mettrai sur la page web aussi, mais je mettrai les liens pour aller en voir plus sur ton site. C'est absolument superbe. C'est gentil. De rien. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je croise les doigts pour avoir de tes nouvelles, mais de l'Antarctique. De loin, j'espère. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Anne-B. Au revoir. Au revoir. C'était pour moi une très belle rencontre pour découvrir la personne derrière les images à la télé. Pour rappel, Pascal est sur la banquise en ce moment, donc je t'invite à suivre ses réseaux, elle y met des photos qu'elle prend pendant la journée. Tu retrouves dans les notes de l'épisode tous les liens vers ses réseaux, son site web et la page storylifique de l'épisode où je t'ai glissé des extraits vidéo d'épisodes de voyage dont on vient de parler. Tu y retrouveras aussi les références du livre dont elle a parlé et de son livre à elle. Si cet épisode t'a plu, je te donne rendez-vous sur la page web de Storylifique que tu trouveras dans les notes de l'épisode ou tout simplement en allant directement sur storylifique.com/podcast. Partage-la sur tes réseaux sociaux, cela sera un super moyen de le faire découvrir par d'autres, ce qui permettra en plus de planter encore plus d'arbres, avec les oreilles bien sûr. Un grand merci et à bientôt!